s'engage dans une pratique. Qui pouvait encore être celle d'un artiste occidental, c'était ces expériences qu'on mène depuis maintenant 2 ans et demi en Afrique, à Saint-Louis, Sénégal et à Dakar. Alors, pourquoi je me suis posé la question de comment j'allais aborder les choses? Parce que Dimitri a parlé du workshop qu'on mène avec les étudiants là depuis hier. Donc j'ai proposé quelque chose une recherche par rapport à la zone transfrontalière entre Strasbourg et Caen. Et bien entendu, c'était pour poser la question de qu'est-ce que c'est les limites de l'espace Schengen une fois que les États-nations ont été plus ou moins dissous avec l'Europe. Et surtout, la problématique, c'est aussi qu'est-ce que ça enferme et qu'est-ce que ça exclut. Bon, notamment, ça pose la question de toutes les transnationalités, du rapport nord-sud, etc., de cette question de l'Europe comme forteresse ou l'Europe comme passoire, selon la posture politique de laquelle on parle, et on voit comment aujourd'hui beaucoup de point de vue d'extrême droite radicalise aussi cette position. Donc voilà, j'ai du mal, moi, du coup, à répondre maintenant à la question de la ville européenne. Parce que je crois que la ville européenne, je me sens pas plus française qu'européenne, je me sens du monde. Bon, voilà, c'est ça qui est bien. Alors, ça paraît peut-être un peu naïf de le dire comme ça. Alors, après, je pense que, voilà, je voudrais vous montrer 2-3 trucs assez récents qui n'ont pas vraiment à voir tous avec ce qu'on peut appeler l'art urbain. Mais je pense à travers les choses que je vais vous montrer, je pense que vous pourrez saisir une circulation de pensée et d'attitude et de choix aussi artistiques et politiques qui en fait sont récurrents dans la pratique collective à Ouz. Alors, Ouz, je l'ai fondé depuis 2002. Alors, ce que je comptais faire, là, parce que je pense que ça contient beaucoup de choses, d'abord dire, si j'ai tenu à me servir du site de notre blog, même maintenant c'est plus un site, parce que le site il a été flingué, donc c'est un blog. Et c'est un blog, se servir de n'importe quel des modèles blogs qui sont offerts sur le marché, celui-là fonctionne plutôt bien. Et s'il y avait une œuvre de Ouz à Gentilly peut-être, ce serait ce lieu-là, ce lieu internet, où en fait se regroupe à la fois, il y a, je dirais, une circulation des notions et des activités et des récits et des publications et des vidéos et des haïkus audiovisuels comme ce séquence haïku là que vous pouvez voir, qui sont faites au fur et à mesure des expériences qu'on peut mener. Alors, voilà, par exemple, commençons par ce qu'on appelle ça le manifeste de Ouz. En fait, c'est un pseudo-manifeste. C'est traduit en anglais, mais je pense que c'est peut-être difficile de lire pas très net, ou en tout cas moi je suis myope, donc bon. Voilà, donc, alors, Ouz évite de se poser la question de faire de l'art ou non. Ouz déclare que si quelque chose doit se tenir, c'est la palabre, avec ou sans arbre, et ça y est, j'ai perdu mon temps, ça revient. C'est pas mon ordinateur, hein, là Ah, bon. J'ai déjà besoin de... J'ai dû faire une fausse manœuvre. Oh là là. Maintenant, je ne sais pas comment faire avec les trucs, parce que je veux revenir sur... moi, que je disais avant, quoi. Bah non, ça fait du zoom. Non, mais je sais pas, vous avez un ordinateur comme ça, non. Ouais, je voulais revenir à comment c'était avant. Bon, Ouz intègre quiconque lui ayant apporté sa contribution. Voilà, ça c'est bien. Tu peux rester à côté de moi, s'il te plaît, parce que je pense que c'est pas la dernière fois que ça m'arrive pas. On fait, faut faire ici,
Je connais les Macs, mais pas... Voilà. Ensuite, c'est ça. Oh, c'est chiant. Comment on descend? Faisons comme ça, si tu veux. Alors, où s'opère la spatialisation des usages et l'énoncé de leur fiction. Woods s'efforce de préférer ce qui n'est pas quantifiable. Woods préfère ne pas exposer, il acte et documente. Woods aime systématiser le partage de ses fondamentaux théoriques. Pour information, Woods peut le faire. Woods est adepte du piratage dans certaines situations. Woods utilise la déflexion pour révéler les alentours. Woods conçoit temporairement des dispositifs faisant office de. Woods est un lutin qui nuit et même le jour. Woods incite à formuler des hypothèses sur des scènes quotidiennes, sauf exception. Woods propose ni plus ni moins d'exploiter les moments improductifs. Woods explore les issues par lesquelles on peut sortir des cadres. Woods s'avère solidaire de surgissements spontanés et surtout collectifs. Woods se manifeste sur ou sans invitation en terrain inconnu de préférence. Bon, je pense qu'à travers ça, vous voyez un petit peu l'état d'esprit. Alors, ensuite, parce que je pensais vous montrer, peut-être justement, c'est une petite séquence à coup. Attends, c'est celle plus haut, encore. Je vais la mettre full screen, c'est ça. Hop. Ah, il va mieux qu'il y ait du son, parce que ça joue sur le son. Non, mais là, s'il n'y a pas de son, là, Ouais. Bon, je pense que je peux parler en même temps, c'est comme on n'entend pas grand chose et tout est basé sur le son, ça n'a pas beaucoup d'intérêt de continuer. Là, si je vous montrais ça, en fait, c'est parce que c'est un projet qu'on avait fait pour un auditorium, enfin un projet d'auditorium. D'abord pour l'échangeur de Serras à Montpellier, puis ensuite on a pensé à justement toute une série de plugins que je vais vous montrer dans la ville de Paris. C'est-à-dire, alors si je montre ça, c'est parce que l'idée justement c'est de se dire les bruits d'autoroute ou les bruits de la ville, et je reviens Charbonneau, on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on considère comme des nuisances sonores. Alors c'est assez intéressant quand on regarde justement les cartographies en ville de cette thématique. Il y a plein de thématiques, ça peut être effectivement les pistes cyclables, mais ça peut être aussi les nuisances sonores et les différents degrés de nuisances sonores. Donc s'appuyer justement sur ce qui existe et avec lequel il y a à faire avec, c'est, je dirais, écologiquement incorrect, et se saisir donc du déjà là pour le transformer. Donc là, il y a tout un dispositif à partir de réaliser une chambre d'écoute, une chambre sonore, à partir donc du fait de capter donc les bruits dits de nuisance, que ce soit l'autoroute ou les bruits de la ville, et donc avec un logiciel de transformation, on arrivait à des tessitures, à des extrapolations, enfin bref, à produire des matières sonores
perpétuellement en évolution, d'ailleurs, puisqu'elles elles se produisent en temps réel. Et donc, arriver à créer des petites poches comme ça, des clubs de chambres d'écoute, dont pour bien sûr les visiteurs de la ville, et que peuvent également s'approprier évidemment les compositeurs de musique ou évidemment n'importe quel bidouilleur d'électroacoustique ou voire n'importe quelle fanfare pour faire des sortes de fusion-mixage en fait entre les bruits réels recomposés et toutes les formes de transformation et de création possible du son. Bon, donc ça c'était. Alors, je vais revenir Attends, je voudrais aller sur le petit fichier qu'on avait échangé classifié. Voilà, donc on ouvre ça. Ouais. Alors, par exemple, voilà. Bon, c'est juste. Oui. Oui. Alors bon, on voit là, en réalité, ça c'est juste un projet. Hein. On voit là ces espèces de petites cellules pluguées, ici ou là dans différents endroits. Ça c'était ce qui avait été fait à la CERA, c'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est que en fait n'importe quelle surface, que ce soit une vitre ou une plaque d'acier, peut servir d'enceinte acoustique, c'est-à-dire il suffit d'avoir des petits moteurs. Et donc ces petits moteurs une fois plugués justement sur des surfaces métalliques ou vitrées, on a des enceintes acoustiques qui servent du coup de caisse de résonance à l'intérieur, donc c'est des petites machines de résonance. Voilà. Mais si je montre ça, au fond c'est pas un projet plus intéressant qu'un autre et que le tas de jeunes architectes font justement sur ces petits plugs ou d'installations sonores proposées par des tas d'artistes, etc. Ce que ça pointe là-dedans, c'est justement ce par quoi je vais un peu commencer, c'est-à-dire j'ai l'impression qu'il faut plutôt retirer, faire des opérations de réduction, faire des opérations d'annulation plutôt que produire autre chose. En fait, il faut déproduire, il faut faire décroître pour moi la production d'objets, la production d'images dans les villes. Donc très souvent, j'ai l'impression qu'effectivement, même d'ailleurs dans ce que j'ai fait personnellement, on m'a appelé pour créer, j'allais dire, des suppléments d'âme ou des suppléments d'images à la ville vitrine ou à la ville parc à thème, surtout dans nos centres-villes actuels. Donc, voilà, là, bien sûr, même à travers ce que vous avez lu dans nos petits alinéas du manifeste, l'idée de sortir de ce carcan de l'art et de la position d'artiste, pour moi, maintenant, c'est celle des usages. C'est-à-dire que je pense que c'est la seule manière, effectivement, pour moi, de parvenir à en finir, en fait, avec la production symbolique, comme dirait nos sociologues. Voilà. Alors, je vais revenir sur le site. Et puis aussi, alors d'autres notions justement dont j'ai parlé hier au cours du workshop, c'est-à-dire des questions d'intervention discrète, d'être davantage dans l'utilisation, la transformation, le piratage, la manœuvre. Si je me sers aussi du site là aujourd'hui, c'est parce que vous verrez, là par exemple il y a Rouskit, etc., c'est parce que tout ce qui est mis là en place sur ce site est en la version du copyright, c'est-à-dire en Creative Commons. D'une part, et d'autre part, donc c'est en open source. Quoi. Donc vous verrez le projet qu'on a fait pour Dakar, là, des étals, est aussi en open source. Donc, c'est important pour ça, ce blog, il sert aussi à ça. Alors, qu'est-ce que justement, la question, par exemple, de faire des zones de gratuité à l'intérieur des villes,
Bon, je pense que là, c'est pas la peine que je vous montre encore une fois, parce que à l'occasion justement d'un pourcent restaurant administratif de Bobigny, on est là qui est un endroit fermé, c'est un certain nombre d'espaces publics, mais qui ne sont pas vraiment des espaces ouverts dans la ville. On peut créer donc, on a instauré un hall de gratuité avec un dispositif de chariot mobile, etc. À côté de ça, des zones de gratuité, justement, on peut en installer, on peut en configurer à partir de rien. C'est assez tendance aussi dans les quartiers bobos, comme vous le savez. Donc là encore, j'invente rien. Sauf que, quelquefois, ça peut être justement des actions sauvages. Et là encore, je dirais qu'en Afrique, par exemple, faire une zone de gratuité avec des livres, c'est une réaction quand je disais que oui, c'était intéressant les discussions et notamment les palabres, parce que la notion de palabre, c'est effectivement discuter sous l'arbre à palabre, et c'est là que les grandes décisions se font, souvent en l'absence des femmes, d'ailleurs entre parenthèses, mais quand même. Donc la notion d'en commun et de partage avec des propositions éphémères, sauvages, comme ça, donc qui instaurent effectivement des échanges à la fois d'objets. C'est pas seulement, les zones de gratuité, c'est pas seulement des objets, je parle des livres, ou je parle de musique, ou je parle de n'importe quel objet commun ou utilitaire qu'on peut apporter et prendre inconditionnellement. C'est aussi offrir un récit, offrir une parole, offrir un service, enfin voilà. Donc, je pense que favoriser, donc là, il s'agit effectivement d'une posture de projet citoyen, c'est certain. Alors, pour dire aussi, vous voyez, là ici, on a le rubrique Rousse Reportage avec les manifestations sur les manifestations féministes ou sur les indignés, ou comment à la Cité de l'Immigration, les sans-papiers avaient complètement transformé le hall de la Cité de l'Immigration, donc avaient fait une sorte de scénographie citoyenne et collective. Tout ça, c'est pas la peine que je le montre. Moi, je pense que la simple attitude d'être en situation de curiosité et de reportage dans tous les surgissements qui se passent dans la ville, donc être aux aguets de ce qui existe déjà et de ce qui surgit déjà, nous dispense, alors peut-être qu'on a envie de le capter, on a envie d'enregistrer, d'en faire une vidéo, etc., pour en témoigner, mais ça dispense déjà de pas mal d'interventions en tant qu'artiste, entre guillemets. Alors, ce que je peux vous montrer, c'est par exemple, là, le projet... non, j'avais envie de vous montrer quelque chose d'avant. Tenez, je pense que, voilà, c'est pas que je clique dessus. Je peux encore montrer cette petite vidéo. Yann, vous pouvez mettre ça. Ah, c'est d'accord. So our group came up with the idea of taking two loudspeakers and connecting them over the net. So if you touch one of them, the other one will replicate the same movement. But I'm sure you thought about the reverse, that you can actually use a loudspeaker and turn a movement into a signal. Cet ensemble sert d'interrupteur. Quand je vais bouger la membrane, il y a un système Arduino, ça va actionner cette enceinte. Ça, c'est la carte Arduino sur laquelle on a connecté la première enceinte, l'ordinateur et la deuxième enceinte. Nous avons travaillé sur d'abord un programme usagé, puis on s'est orienté sur des composants téléphones portables obsolètes pour fabriquer ce qui pourrait devenir un langage codé à distance, un langage subversif par impulsion manuelle. Donc à la manière de communication primitive,
C'est-à-dire que concrètement, ça se matérialise dans n'importe quel dispositif discriminateur, ça peut être dans un gobelet café, ça peut être dans une balle de tennis, ça peut être dans un vieux jouet pour enfants. Et une fois qu'on a réalisé ce petit kit, Valve, Souci, Travel, on peut communiquer à distance en réinventant son langage codé avec son interlocuteur. Donc je vais faire des impulsions manuelles, et mon interlocuteur, qui peut être à des kilomètres de moi, va ressentir toutes les impulsions manuelles que je lui envoie. Donc en inventant, par exemple, je vais donner l'exemple du Morse, en inventant un langage, on peut communiquer de manière progressive. Comment réaliser votre kit PAL? Tout d'abord, récupérer un téléphone portable usagé et le démonter. Ensuite, en extraire le micro pour construire le PAL d'émetteur et le vibreur qui servira au PAL de récepteur. Relier ces deux composants à la carte Arduino. Pour un PAL mobile, ajouter une carte Wi-Fi. Pour un usage fixe, choisir un câble USB pour relier le kit PAL à un ordinateur. Alors, inventer un langage codé avec différents rythmes et pulsations. Enfin, dissimuler le kit PAL dans l'objet de votre choix. À des modes de communication traditionnels, ancestraux, et avec une traduction possible, une invention par communauté réduite d'un langage propre, et un mode de traduction aussi graphique de ce langage qui est propre à une communauté. Donc on a pensé notamment à des façons très recyclées. Elles peuvent dissimuler leur kit à l'intérieur, par exemple, d'une colonne de modèle, d'un kit de broderie, et personne ne peut s'apercevoir du langage qu'elles ont inventé ensemble. J'ai pensé aux indignés, par exemple, on disait, les indignés de Saint-Mathilde, ils communiquent par ce temps pour pouvoir se déplacer dans d'autres rues quand la police les charge. Donc là, ce serait une manière aussi de pouvoir avoir un langage qui ne passe pas par des mots et où il y a une explication que absolument personne ne peut comprendre. Malgré toutes les technologies, on continue à essayer de toujours avec les mains, en suivant l'écriture, etc. Donc retrouver cette notion de toucher pour communiquer, et cette notion de rythme aussi, et de ralentir d'une certaine manière les modes de communication qui sont hyper rapides aujourd'hui. On a vu aussi en faisant des recherches qu'il y a beaucoup d'adolescents qui utilisent des algorithmes pour créer des langages renversés que les parents ne comprennent pas. Donc on sait qu'il y a une demande, une nécessité parce qu'aujourd'hui de retrouver ce type de clandestinité. On imagine bien justement, je montre ça, bien entendu, ça va avoir stricto sensu avec le sujet, et pour moi, oui. C'est-à-dire que j'ai l'impression que c'est dans nos villes actuelles que si j'avais envie de faire circuler à la fois des informations d'une manière clandestine, etc., pour moi c'est un projet urbain, ça, par exemple. Bon. On pourra en discuter tout à l'heure. Je vais montrer donc du coup une autre petite vidéo sur lien, elle est en jeu Dakar. Sur
Il se trouve à partir de ce projet-là, qui a été fait d'abord à Saint-Louis et puis à Dakar. Et là, on travaille avec un sociologue, Yves Bazin, qui fait de la recherche-action autour de la question des bifins à Paris. Je ne sais pas si vous avez tous ce que c'est des bifins. Enfin, ce sont les récupérateurs de tous les revenus chiffonniers d'une certaine manière. Donc il y a toute une communauté, les bifins à Belleville ou Porte de Montmartre à Paris. Et voilà, on aimerait bien, en fait, et eux aussi d'ailleurs, on puisse faire un dispositif d'étal qui leur procurerait une certaine autonomie de travail. Il faut savoir que ces étals-là, cette vidéo, on l'a faite à propos donc, de l'expo à la Cité de l'Architecture et du patrimoine sous cuisine de rue, mais que donc on a sélectionné les étals qui avaient été utilisés pour la street food, comme on dit. Hein. Mais en réalité, il s'agit d'un dispositif ressources plus global, dont certains étals, mais peut-être je peux vous montrer justement le kit, alors, parce que non, je reviens sur le site, là, s'il vous plaît. Voilà. Attends, dans les kits, là, vous allez vous rendre compte, illustré par exemple du kit d'ambulantage, OpenShare, c'est ça. Parce qu'on a donc les principes techniques du livre ambulantage sont des fiches à chaque fois qui sont téléchargeables et chacun peut faire. Là c'est illustré, alors vous allez vous rendre compte un petit peu de la diversité justement des. Oh. Oui, l'idée c'est véritablement que par exemple à Dakar on a construit 11 étals, ils ont été donnés après notre départ à 4 associations différentes, dont certaines sont une école de coupe et de couture, enfin une école de stylisme, etc. Bon, il y a plein de choses différentes. Et ce qui fait qu'une fois regroupés, ces étals, en fait, comme je disais, forment un pôle ressources, c'est-à-dire à la fois un étal pour la documentation, un étal justement pour la pédagogie, un étal, l'étal audiovisuel, donc qui peut être, on va le voir, sonorisé et augmenté d'un petit vidéoprojecteur. Pour être écrivain public, par exemple, avec un ordinateur, donc pour le jardinage, on l'a vu, d'autres avec équipés de machines à coudre aussi, de telle façon qu'on puisse avoir dans la rue des activités à la fois, comment on appelle ça, des activités, je trouve pas mon mot. Quand on fabrique des choses, vous avez compris, je pense, que ce soit des bijoux artisanaux, voilà, c'est ce que je cherchais. Donc, alors l'idée, là, je vais finir là-dessus aussi, c'est que l'idée de partage de connaissances et d'incompétence aussi est très importante. C'est-à-dire effectivement à partir du moment où il y a quelqu'un qui dispose d'un étal à un certain usage, bon, il peut le prêter à quelqu'un d'autre à qui ça peut donner l'idée de développer une activité particulière, par exemple dans le bricolage ou le jardinage, ou la réparation ou le recyclage. Voilà, donc ça c'est alors tout le monde, je le répète, tout le monde peut télécharger ça et se construire parce que c'est sur le principe du jeu de Mikado. Voilà, ça me paraît pas maintenant utile que je vous montre d'autres choses, parce que je pense que vous avez saisi l'état d'esprit. On travaille, vous voyez, là, marqué sur le côté, cartographie déflexive. Cartographie déflexive, c'est de ça qu'on fait le projet là, ici de workshop sur la zone transfrontalière. Donc j'ai eu à expliquer ce que c'était que déflexif, et je vais le refaire, parce que déjà le travail de cartographie tel qu'il est vu par nous, par vous, c'est l'idée de regarder, enfin,
d'interroger, d'analyser le plan d'un certain endroit, donc d'une certaine zone définie, avec toutes ces composantes physiques, topographiques, architecturales, humaines, d'usage, de traversée, de circulation, etc., sonore, lumineux, enfin voilà, toutes les composantes physiques et humaines, et donc de faire des hypothèses à partir de dispositifs réalisés ou non, ou à partir de renomination des lieux, ou à partir de toute une série d'énoncés qui peuvent avoir valeur aussi d'impulseurs, en fait. Et à partir de tout ça, qui est fait bien sûr d'une manière collaborative et participative, on peut imaginer de superposer une autre cartographie, une autre carte, qu'on appelle nous un peu des sites utopiques, c'est-à-dire qui viennent un autre monde qui vient se superposer au monde déjà existant et qui contient et qui a valeur en fait de potentialité d'événements et transformations de la zone première. Donc, c'est ça que je voulais dire, et donc ça c'est l'usage cartographique. On peut aussi, comme je le proposais aux étudiants, travailler à l'échelle 1, c'est-à-dire considérer une zone d'un territoire comme dans son devenir cartographique lui tout seul, c'est-à-dire ne pas en faire la retranscription réduite à l'échelle de tout ce qu'il y a, mais l'appréhender comme une véritable cartographie. Donc ensuite, sur la question de la déflexion, j'y reviens aujourd'hui quand même, j'en ai parlé hier, elle est importante, parce que déflexion, c'est au fond ne pas produire d'objets qui attirent l'attention sur eux-mêmes, ce qui va évidemment à l'encontre de toute intervention ou objet d'art spectaculaire ou qui travaille avec l'image, et qui au contraire va être un indice qui fait dévier le regard sur tout ce qu'il y a alentour. Donc, sur ce qui existe déjà, et peut-être qu'on ne voit pas, et peut-être qu'on n'entend pas, et peut-être qu'on ne veut ni voir ni entendre. Et notamment là, et je terminerai là-dessus, sur ce projet de la zone transfrontalière. Donc, la zone transfrontalière là, dont la frontière devrait être normalement effacée, continue à exister sur les cartes, mais en réalité, la question du partage des territoires, elle est reportée ailleurs, à l'extérieur de l'espace Schengen. Donc, ce qui est invisible aujourd'hui est sans doute sûrement beaucoup plus important, et artistiquement et politiquement, que ce qui est donné à voir et que ce qui est mis en valeur. Voilà, je pense que ça va être. Parfait. Merci.